Il était certain d'avoir vu une main, pâle et inerte, dépasser légèrement de l'ouverture du sac. C'était l'été 2003, en Calabre, cette région du sud de l'Italie où la mer semble infinie et où les montagnes embrassent l'horizon. J'avais 28 ans à l'époque, et ma vie était simple. J'avais l'habitude d'emprunter le vieux bateau de mon père pour aller pêcher, une passion transmise de génération en génération. Ces moments en mer étaient mon échappatoire, un moyen de fuir le quotidien et de me perdre dans l'immensité bleue. Ce jour-là, la mer était calme, et le soleil se couchait lentement, colorant le ciel de nuances d'orange et de pourpre. Je m'éloignais des côtes, cherchant un endroit tranquille pour jeter l'ancre. C'est alors que je les ai vus. Un autre bateau, plus petit, se déplaçait silencieusement dans ma direction. Je n'y ai d'abord pas prêté attention, pensant qu'il s'agissait d'autres pêcheurs. Mais en m'approchant, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Il y avait 2 hommes à bord, et leurs gestes étaient étranges, précipités. Je les ai vus soulever un grand sac noir, lourd et encombrant, et sans un mot, ils l'ont jeté par-dessus bord. Le sac a coulé immédiatement, disparaissant dans les profondeurs de la mer. Mon sang s'est glacé quand j'ai compris ce que je venais de voir. J'étais trop loin pour distinguer les visages, mais assez près pour être sûr de ce qui venait de se passer. Pris de panique, j'ai immédiatement fait demi-tour, retournant au port aussi vite que possible. Durant tout le trajet, je n'arrivais pas à calmer mon cœur qui battait à tout rompre. Arrivé à terre, j'ai tiré le bateau sur la plage et je me suis précipité chez moi sans dire un mot à personne. C'est là que tout a commencé. Quelques jours plus tard, des lettres anonymes ont commencé à apparaître dans ma boîte aux lettres. Des mots simples, mais terrifiants, « Nous savons que tu as vu ». La première fois, j'ai essayé de me convaincre que ce n'était qu'une coïncidence, que quelqu'un essayait de me faire peur sans raison. Mais les lettres continuaient d'arriver, de plus en plus menaçantes. Bientôt, j'ai commencé à remarquer des voitures garées près de chez moi, des silhouettes dans l'ombre. La nuit, j'entendais des bruits étranges autour de la maison, des chuchotements, des pas. J'avais l'impression d'être constamment surveillé, traqué. J'étais terrifié à l'idée qu'ils puissent entrer chez moi, me faire disparaître comme ils avaient fait disparaître ce sac dans la mer. Je me suis enfermé chez moi, ne sortant plus, même pour aller acheter de la nourriture. Les rideaux restaient tirés jour et nuit, et j'évitais de répondre au téléphone, de peur que ce soit eux. J'avais l'impression que ma maison était mon seul refuge, mais en même temps, elle devenait une prison. La peur me paralysait, et peu à peu, j'ai développé une terreur irrationnelle de l'extérieur, une agoraphobie qui me clouait sur place. Pendant 3 mois, j'ai vécu ainsi, dans la peur constante de voir ma porte défoncée, de sentir une main sur ma gorge dans la nuit. J'avais l'impression que chaque ombre était une menace, que chaque bruit était le signal de ma fin imminente. Les jours passaient sans que je puisse trouver un moment de répit, et la solitude amplifiait ma terreur. Puis, aussi soudainement que cela avait commencé, tout s'est arrêté. Les lettres ont cessé d'arriver, les voitures ont disparu, et les bruits nocturnes se sont tus. Mais la peur, elle, ne m'a jamais quitté. Même aujourd'hui, des années plus tard, je ne peux m'empêcher de me demander si un jour, ils ne reviendront pas. Et je sais que je ne serai jamais plus le même homme que j'étais avant cet été 2003, avant d'avoir été témoin de ce qu'il ne fallait jamais voir. C'était au début des années 90, à Milan, une ville où le danger pouvait se cacher derrière chaque coin de rue, surtout si on avait quelque chose à perdre. Mon père, Paolo, était un homme simple, un restaurateur passionné qui avait ouvert son propre établissement dans un quartier animé de la ville. Son rêve avait toujours été de partager avec les autres la cuisine qu'il aimait tant, et pendant des années, il avait travaillé dur pour faire de son restaurant un lieu apprécié des locaux. Mais à Milan, tout le monde savait que pour avoir la paix, il fallait payer. Peu après l'ouverture du restaurant, des hommes avaient commencé à venir voir mon père. Ils n'étaient pas là pour manger, mais pour offrir leur protection. Ils prétendaient que le quartier pouvait être dangereux, que des accidents pouvaient arriver, et que pour éviter cela, il valait mieux s'assurer qu'ils veillent sur nous. Mon père avait compris le message. Il n'avait pas le choix, alors il avait commencé à leur donner de l'argent chaque mois, une somme qui augmentait régulièrement, sans jamais qu'on lui donne l'impression qu'il pouvait refuser. Pendant des années, il a payé, souvent à contre-cœur, mais il savait que c'était le seul moyen de protéger son restaurant,
sa source de revenus, et notre famille. Ce genre d'affaires ne se discute pas, on ne refuse pas, on obéit. Puis, un mois, les choses ont commencé à se compliquer. Le restaurant connaissait une période difficile, les clients se faisaient plus rares, et l'argent venait à manquer. Mon père était un homme fier, mais il n'était pas fait pour ce genre de conflit. Lorsqu'il a réalisé qu'il ne pourrait pas payer ses hommes à temps, il a essayé de négocier, de leur expliquer que la situation était temporaire et qu'il réglerait tout dès qu'il le pourrait. Il espérait qu'ils comprendraient, qu'il lui donnerait un peu de répit. Mais la mafia ne pardonne pas les retards. Quelques jours après la date où le paiement aurait dû être fait, j'ai été réveillé en pleine nuit par une odeur de brûlé et par les cris de ma mère. En me précipitant dehors, j'ai vu les flammes qui dévoraient la voiture de mon père, garée juste devant notre maison. Les voisins étaient sortis pour voir ce qui se passait, mais personne n'osait s'approcher. C'était un message clair, un avertissement qu'on ne pouvait ignorer. Mon père était là, impuissant, regardant sa voiture brûler sans pouvoir rien faire. Je voyais la douleur et la honte dans ses yeux. C'était plus qu'une simple perte matérielle, c'était l'humiliation, la prise de conscience qu'il ne pouvait plus protéger ce qu'il avait construit. Cette nuit-là, quelque chose s'est brisé en lui. Il a essayé de continuer, de maintenir le restaurant à flot malgré tout, mais je savais que son cœur n'y était plus. La peur, le stress constant de devoir payer ses hommes, et la pression de savoir qu'un autre accident pouvait arriver à tout moment étaient devenus trop lourds à porter. Quelques mois plus tard, il a pris la décision de vendre le restaurant. C'était une décision déchirante, mais il n'avait pas le choix. Il ne pouvait plus vivre sous cette menace constante, et il savait que nous ne serions jamais en sécurité tant que ces hommes avaient une emprise sur nous. La vente du restaurant a marqué la fin d'une époque pour notre famille. Mon père n'a jamais vraiment retrouvé le même élan de vie après ça. Nous avons quitté Milan peu de temps après, espérant trouver ailleurs la paix que nous n'avions jamais eue là-bas. J'ai grandi et je vis toujours à Naples, en Italie. J'ai déménagé plus de 10 fois, souvent dans des quartiers contrôlés par la Camorra, pour ceux qui ne le savent pas, la mafia napolitaine. Je vis dans mon quartier actuel depuis seulement 2 ans, et depuis mon arrivée, il y a déjà eu 2 tentatives de cambriolage, un homicide, 2 jeunes liés à la mafia ont essayé de voler une arme à un gardien, finissant par le battre à mort, et l'arrestation d'un important chef de la mafia. Il y a aussi eu un type qui a incendié son entrepôt pour toucher l'assurance, et dans le processus, il a accidentellement brûlé mon studio d'enregistrement. Et je n'ai rien pu dire, ni porter plainte, car cet homme était lié à la Camorra. Et pourtant, c'est l'un des quartiers les plus paisibles où j'ai vécu. À Naples, on développe vite une certaine mentalité, une manière de vivre qui repose sur une règle simple, occupe-toi de tes affaires. On est poussé au silence, on apprend à ne rien dire sur ce qu'on voit ou entend, pour sa propre sécurité. Si tu entends des coups de feu, tu ne parles pas, et tu ne poses pas de questions. Ce silence, cette omerta, est omniprésente. Dans la plupart des quartiers où j'ai vécu, la présence de la Camorra était palpable. Il y avait une sorte de tension sous-jacente, une peur diffuse qui flottait dans l'air. On sait que la violence peut éclater à tout moment, mais on fait semblant de vivre normalement, en fermant les yeux sur ce qui se passe réellement. Ce silence forcé est épuisant. Quand mon studio d'enregistrement a été détruit dans cet incendie, j'ai ressenti une immense frustration. Mon travail, ma passion, tout a été réduit en cendres, mais je savais qu'il n'y avait rien à faire. Porter plainte aurait été futile, voire dangereux. À Naples, parfois, le prix du silence est la survie. Malgré tout cela, Naples reste ma maison. Mon grand-père s'était présenté à une élection politique contre un mafieux dans le New Jersey, il y a bien longtemps. C'était une période tumultueuse, et même si les détails sont flous aujourd'hui, je sais que cela a marqué ma famille de manière profonde. Un soir, alors qu'il était au restaurant avec ma grand-mère, le lieu a été attaqué par balles lors d'une fusillade en voiture. Les balles ont traversé les fenêtres, le verre volant en éclats autour d'eux. Par miracle, ils n'ont pas été blessés, mais l'intention derrière cet acte était claire, on voulait les faire taire, les intimider. Ce n'était pas la seule menace qu'ils ont reçue. À plusieurs reprises, les fenêtres de leur maison ont été brisées en pleine nuit.
Il se réveillait souvent pour trouver des notes menaçantes laissées sur le pas de la porte ou même glissées sous les fenêtres. Ces messages étaient toujours clairs: abandonner la campagne, ou faire face à des conséquences encore plus graves. Malgré ces intimidations, mon grand-père n'a pas reculé. Il a continué à mener sa campagne, refusant de céder à la peur. Cependant, il n'a pas remporté l'élection. Je ne sais pas si c'est le mafieux qui a gagné, ou si quelqu'un d'autre a pris la place, car ma mère n'a jamais voulu entrer dans les détails. Elle disait simplement que ce qui était fait, et que le passé devait rester dans le passé. Ce silence autour de l'histoire a toujours laissé un vide, une curiosité inassouvie sur ce que ma famille avait réellement vécu durant cette période. Mais une chose est certaine, cet épisode a marqué ma famille de manière indélébile, nous rappelant que parfois, le courage ne suffit pas à triompher face à des forces bien plus sombres. Quand j'étais adolescent, l'un de mes meilleurs amis, Lucas, avait un père qui était toujours un peu mystérieux. Il y avait des murmures dans le quartier, des regards échangés, mais personne ne parlait jamais ouvertement de ce que son père faisait vraiment. Lucas, lui, ne semblait pas s'en préoccuper. C'était un type joyeux, toujours prêt à rire, et il partageait parfois des histoires sur son père qui semblaient tout droit sorties d'un film. Je me souviens d'une fois en particulier où nous étions en train de traîner après l'école, assis sur un vieux banc près du port. Lucas avait cet air sérieux, un peu inhabituel pour lui, et il m'a raconté une histoire qui m'a marqué. Son père, m'a-t-il dit, avait un jour été suivi par la police en bateau. Il transportait quelque chose de très précieux ce jour-là, quelque chose qui valait une fortune. Apparemment, il y avait 5 millions d'euros en liquide dans un sac à l'arrière de son bateau. La mer était calme, le ciel dégagé, mais son père avait rapidement remarqué que les flics étaient sur sa piste. Il se rapprochait, et il savait que s'il le contrôlait, tout serait perdu. Alors, sans hésiter, il a pris le sac et l'a jeté par-dessus bord. Dans les profondeurs de la mer, Lucas m'a dit que son père avait vu le sac sombrer lentement, disparaissant dans l'eau claire, tandis que la police se rapprochait. Ils l'ont finalement arrêté et fouillé le bateau de fond en comble, mais bien sûr, ils n'ont rien trouvé. Aucun argent, aucune preuve. Seulement un homme calme qui semblait n'avoir rien à cacher. Après cet incident, son père avait tenté plusieurs fois de retrouver cet argent. Il avait engagé des plongeurs, payé des spécialistes pour essayer de localiser le sac, mais c'était comme s'il s'était évaporé. Le courant, la profondeur, ou peut-être simplement la malchance, avaient rendu cette somme impossible à récupérer. Lucas racontait ça avec un mélange d'amusement et de regret, conscient que cette histoire faisait partie des nombreux mystères autour de la vie de son père. J'ai grandi à Staten Island dans les années 80, et mon quartier était parsemé de petits gars de la mafia. C'était un endroit où l'influence de ces hommes se faisait sentir dans les moindres détails du quotidien. Par exemple, lors des tempêtes de neige, les rues étaient toujours déblayées en premier, bien avant celles des autres quartiers. À une époque où le vol de voitures était monnaie courante, personne ne touchait aux voitures dans nos rues. Il en allait de même pour les cambriolages, il y en avait peu, voire aucun. Je suppose que l'idée de choisir par erreur la mauvaise maison décourageait même les voleurs les plus hardis. La vie dans le quartier était assez tranquille, marquée par cette étrange sécurité que procurait la présence de la mafia. La seule véritable violence dont je me souvienne s'est produite lorsque l'un des types du coin, marié à la fille d'un homme important dans la mafia, a dépassé les bornes. Il avait l'habitude de la maltraiter, trop souvent, et malgré les avertissements de son beau-père, il n'a jamais compris le message. Puis, un soir, tout a changé. Alors qu'il sortait de sa voiture tard dans la nuit, il a été abattu de 2 balles dans la tête. On raconte que c'était un message clair et définitif, une réponse à son comportement. La nouvelle s'est répandue rapidement dans le quartier, et tout le monde a compris que, malgré le calme apparent, il y avait des limites à ne pas franchir. Ce genre d'incident nous rappelait que, bien que nous vivions dans un environnement où la loi semblait souvent prendre une pause, il y avait des règles strictes et impitoyables en place. Ces règles maintenaient un certain ordre, une sorte de paix tordue, où le respect et la crainte de la mafia offraient une protection silencieuse mais omniprésente. Vivre dans ce quartier, c'était accepter ces paradoxes. On bénéficiait d'une sécurité que peu de gens pouvaient se permettre, mais on savait aussi qu'il valait mieux ne pas poser trop de questions, ni se mêler de ce qui ne nous regardait pas.
J'étais un jeune flic à l'époque, fraîchement sorti de l'académie, avec des idéaux clairs sur ce que signifiait être du bon côté de la loi. Mais la réalité était toujours plus complexe, surtout à Brooklyn, un endroit où les quartiers étaient souvent contrôlés par des familles dont le pouvoir s'étendait bien au-delà des limites de la légalité. L'un de mes amis les plus proches à l'époque, Tommy, était un gars que je connaissais depuis l'enfance. Il avait suivi le même parcours que moi, mais avec une différence majeure. Il avait été choisi pour une mission d'infiltration dans la mafia locale. À l'époque, les flics infiltrés étaient des héros silencieux, ceux qui risquaient tout pour apporter des preuves contre des organisations criminelles qui semblaient intouchables. Tommy a disparu de la circulation pendant plusieurs années. Nous savions qu'il était en mission, mais aucun de nous n'avait de détails sur ce qu'il faisait ou où il se trouvait exactement. Les infiltrés devaient couper presque tous les liens avec leur ancienne vie pour survivre dans leur nouvelle réalité. Pourtant, je pensais souvent à lui, me demandant comment il tenait le coup, s'il était en sécurité, ou s'il se retrouvait mêlé à des choses dont il ne pourrait jamais revenir. Quand il est finalement sorti de l'opération, des années plus tard, j'étais l'un des premiers qu'il a appelé. Nous nous sommes retrouvés dans un bar tranquille à l'écart, là où personne ne pourrait nous entendre ou nous déranger. Il avait changé, bien sûr, plus mince, plus tendu, mais avec un éclat dans les yeux qui ne m'était pas familier. Après quelques verres et des échanges sur nos vies depuis notre dernière rencontre, il a commencé à me raconter ce qu'il avait vécu. Ce qui m'a surpris, c'est que Tommy ne parlait pas de cette période avec horreur ou regret, mais plutôt avec une sorte de nostalgie. Il m'a dit, « Tu sais, Joe, ces années dans la mafia, ça a été une des périodes les plus folles de ma vie, et je ne parle pas seulement du danger. Ouais, il y avait des moments tendus, et oui, j'ai vu des choses que personne ne devrait voir, mais c'était aussi amusant. » Il a souri en disant cela, comme s'il se rappelait des moments partagés avec des amis. Tommy a expliqué que, contrairement à ce que l'on voit dans les films ou les séries télévisées, les assassinats et les actes de violence extrême n'étaient pas aussi fréquents qu'on pourrait le croire. Bien sûr, ça arrivait, a-t-il dit, mais la plupart du temps, c'était du business, des réunions, des négociations, des fêtes. Je passais plus de temps à rire avec ces gars-là, à boire un verre ou à partager un repas qu'à craindre pour ma vie. Il m'a raconté des anecdotes sur les dîners fastueux, les blagues entre les membres, et comment il avait fini par se lier d'amitié avec certains des hommes qu'il était censé surveiller. Ils étaient humains, Joe, pas des monstres. Des hommes avec leur propre code d'honneur, leurs propres règles. Et d'une certaine manière, ils m'ont accepté comme l'un des leurs. C'était bizarre, mais je m'y suis fait. Je pouvais voir que ces années l'avaient profondément marqué, mais pas uniquement de manière négative. C'était un monde dans lequel il avait trouvé une place, même si c'était sous un faux prétexte. Il m'a confié qu'il chérissait ses souvenirs, même si c'était un chapitre de sa vie qu'il ne pourrait jamais partager avec beaucoup de gens. Ce que j'ai vu, ce que j'ai fait, ça fait partie de moi maintenant, a-t-il dit en finissant son verre. Mais ce n'était pas le carnage que les gens s'imaginent. C'était plus complexe, plus humain. Après cette conversation, je n'ai jamais regardé la mafia de la même manière. Tommy avait vu l'intérieur de ce monde, et bien que ce soit un milieu de crime, il avait aussi trouvé des moments d'humanité, de camaraderie, même d'amitié. Ce qu'il m'avait raconté m'avait fait comprendre que le bien et le mal ne sont pas toujours aussi clairs qu'on le voudrait, surtout à Brooklyn, dans les années 70. Ma mère était barmaid dans un restaurant-bar à Boston. Parfois, elle m'emmenait avec elle en fin d'après-midi, et elle me commandait un Shirley Temple, ma boisson préférée à l'époque. Je m'asseyais souvent avec les hommes en costumes élégants qui fréquentaient le bar. Ils étaient toujours impeccablement habillés, avec une allure qui imposait le respect. Mais ce qui me frappait le plus, c'était leur attitude envers moi et ma mère. Ils étaient incroyablement gentils avec moi, s'intéressaient sincèrement à ce que je faisais, à l'école, à mes amis, à mes activités. Ils avaient surnommé ma mère Sonny à cause de son sourire éclatant, et je voyais bien à quel point ils l'appréciaient. À cette époque, je ne comprenais pas vraiment qui étaient ces hommes, ni ce qu'ils faisaient. Pour moi, ils étaient simplement des amis de ma mère, des figures protectrices et fascinantes. J'étais impressionné par leur force, leur charisme, et, dans mon esprit d'enfant, je souhaitais souvent que l'un d'entre eux soit mon père. Mon vrai père, lui, n'était qu'une ombre dans ma vie, un homme qui avait abandonné ma mère quand j'étais encore bébé.
Ce n'est que plus tard, vers l'âge de 12 ans, que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait plus dans cette histoire que je ne l'avais d'abord réalisé. J'étais un enfant curieux, et j'avais l'habitude de rester éveillé tard la nuit, à écouter les conversations des adultes sans qu'ils ne s'en rendent compte. Ma mère n'avait qu'une seule véritable confidente, sa sœur, qui travaillait également au bar. Je me souviens d'une nuit en particulier, où je l'ai entendue pleurer dans la cuisine. Elle parlait à ma tante, et j'ai entendu des choses qui m'ont glacé le sang. Elle expliquait, la voix tremblante, que ces hommes, ceux qui la surnommaient Sonny et qui me faisaient toujours sourire, avaient proposé de tuer mon père. Cet homme, qui revenait de temps en temps pour semer la terreur et la violence dans notre maison, avait suscité leur colère. Ma mère, malgré tout ce qu'il lui avait fait subir, les avait suppliés de ne pas lui faire de mal. Mais il lui avait dit qu'ils allaient lui casser les genoux. Elle pleurait, disant qu'elle ne voulait pas de violence, qu'elle ne voulait pas que son fils grandisse dans la haine. Les années ont passé, et malgré tous ses efforts pour nous protéger, ma mère n'a jamais vraiment réussi à se libérer des ombres qui la poursuivaient. Elle s'est suicidée quelques années plus tard, laissant un vide immense dans ma vie. Peu de temps après sa mort, j'ai appris que mon père avait eu un accident. Ses jambes, sous les genoux, avaient été complètement fracassées, et il avait dû prendre sa retraite anticipée de la police. Il disait que c'était un accident, mais au fond de moi, j'ai toujours su que ce n'en était pas un. J'ai grandi avec ses souvenirs, ses doutes. Les hommes qui fréquentaient le bar de ma mère étaient-ils vraiment des protecteurs ou des anges vengeurs? J'ai toujours ressenti une étrange ambivalence à leur égard. Ils avaient aimé ma mère et m'avaient traité avec une douceur inattendue, mais ils avaient aussi une part sombre, une violence prête à éclater à tout moment. Mon père a payé un prix, c'est sûr, mais je me suis souvent demandé à quel point ma mère avait été touchée par ce monde, et si cette vie qu'elle menait, avec son sourire lumineux, n'était pas finalement ce qu'il avait consumé. C'était un après-midi ensoleillé, et comme tous les jours, j'attendais mon enfant à la sortie de l'école. Il avait 8 ans à l'époque, un petit garçon plein de vie, toujours avec ce sourire qui illuminait son visage. Mais ce jour-là, il n'est jamais rentré à la maison. L'attente, au début, n'était qu'une légère inquiétude. Peut-être qu'il traînait un peu avec ses amis, ou qu'il avait décidé de passer par un autre chemin. Mais au fil des minutes, l'inquiétude s'est transformée en angoisse. J'ai commencé à appeler ses amis, à demander aux autres parents s'ils l'avaient vu, mais personne ne savait où il était. Le désespoir m'a envahi. Mon mari et moi avons immédiatement contacté la police. Ils nous ont dit d'attendre, qu'il était peut-être simplement perdu, qu'il réapparaîtrait bientôt. Mais je savais, au fond de moi, que quelque chose n'allait pas. Les heures sont devenues des jours, et malgré nos appels incessants, la police n'a rien fait de concret. Pendant 3 jours, nous avons été laissés seuls, sans aucune piste, sans aucune aide véritable. Chaque minute qui passait était un supplice. Je ne pouvais plus dormir, je ne pouvais plus manger. Je ne faisais que penser à mon enfant, à ce qui pouvait lui arriver, à la terreur qu'il devait ressentir. Le sentiment d'impuissance était écrasant. Je me sentais comme si un gouffre s'était ouvert sous mes pieds, et je tombais sans fin. C'est alors que mon mari a pris une décision difficile. Son père, mon beau-père, avait des contacts dans un monde dont nous ne parlions jamais à haute voix. C'était une réalité que nous avions toujours gardée à distance, mais dans notre désespoir, nous n'avions plus d'autre choix. Nous avons décidé de les contacter. Quelques jours plus tard, nous avons reçu un appel. Ils avaient retrouvé notre fils. C'étaient des Roumains qui l'avaient pris, probablement pour extorquer de l'argent ou pour d'autres raisons que je ne veux même pas imaginer. Mon mari a dû payer une somme pour que notre enfant soit libéré, mais ce n'était pas une somme énorme. Le fait que son père était connu dans certains cercles a sans doute joué en notre faveur. Le jour où j'ai enfin retrouvé mon enfant, je l'ai serré contre moi comme si je ne voulais plus jamais le lâcher. Il était en état de choc, mais il était vivant, et c'était tout ce qui comptait. J'ai remercié ces hommes pour ce qu'ils avaient fait, même si je savais que cette gratitude était teintée de beaucoup de contradictions. C'était en 1986, dans une petite ville universitaire des États-Unis, un de ces endroits où les rumeurs circulaient toujours à propos de la mafia locale. À l'époque, j'étais un étudiant plutôt banal,
sans histoire, essayant de jongler entre les cours et une vie sociale naissante. J'avais une copine, Jenny, une fille magnifique avec qui je sortais depuis quelques mois. Elle avait ce genre de beauté qui attirait l'attention partout où elle allait, et je me sentais chanceux de l'avoir à mes côtés. Un soir, après les cours, nous avons décidé de nous promener en ville. C'était une de ces soirées d'été où l'air est encore chaud même après le coucher du soleil, et les rues étaient animées. Nous avons marché sans but précis, profitant simplement de la compagnie de l'autre. À un moment donné, nous nous sommes retrouvés dans un quartier un peu plus sombre, un de ces endroits dont mes amis m'avaient toujours dit de me méfier, mais je n'y pensais pas trop à ce moment-là. Alors que nous avancions, je remarquai un groupe de gars appuyés contre des voitures de luxe garées le long du trottoir. L'un d'eux se détacha du groupe et commença à fixer Jenny. Mon estomac se noua immédiatement, mais je tentais de garder mon calme, bien que mon cœur battait à tout rompre. Le type s'approcha lentement, et je pouvais sentir la tension dans l'air. Jenny s'arrêta, et à ma grande surprise, elle ne montrait aucun signe de peur. Au contraire, elle semblait presque familière avec lui. C'était comme s'ils se connaissaient déjà. Il y avait quelque chose dans son regard, un mélange de reconnaissance et d'intérêt, qui m'a complètement déstabilisé. J'étais paralysé par l'angoisse, incapable de faire un geste ou de dire un mot. Le type se posta à côté d'elle, et tout mon courage disparut instantanément. Je savais qui il était, ou du moins ce qu'il représentait. Dans cette ville, tout le monde savait que certains quartiers étaient contrôlés par la mafia, et que ces hommes n'étaient pas à prendre à la légère. Jenny, sans dire un mot, se rapprocha de lui. Ils échangèrent un regard que je ne pouvais pas interpréter, mais qui, pour moi, semblait sceller mon destin. Je restais là, figé, incapable de bouger ou de parler. J'étais un trouillard, et je le savais. Elle monta dans sa voiture, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Pas un regard en arrière, pas une hésitation. En quelques instants, elle était partie. Et moi, je restais là, seul, avec cette sensation de vide et de honte qui s'installait dans mon estomac. Les jours qui suivirent furent un enfer. La nouvelle se répandit rapidement dans notre petit cercle social, et bientôt, tout le campus savait ce qui s'était passé. J'étais devenu la risée de tout le monde, le gars qui s'était fait voler sa copine par un mafieux sans même essayer de se défendre. Ma réputation était en lambeaux, et je ne pouvais plus supporter les regards, les rires étouffés, les murmures dans mon dos. J'ai fini par quitter la ville quelques mois plus tard, incapable de supporter davantage cette honte. J'ai coupé tout contact avec Jenny, ne voulant plus jamais entendre parler d'elle ou de cette soirée. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais je me demande parfois si elle a trouvé ce qu'elle cherchait dans cette vie avec lui, ou si elle a regretté de m'avoir laissé derrière elle. Mais au fond de moi, je savais que c'était moi qui l'avais perdue avant même cette soirée, trop lâche pour me battre pour elle, trop effrayé pour affronter mes propres peurs. J'ai grandi à Brooklyn à la fin des années 60 et au début des années 70, mais j'ai déménagé quand j'avais 9 ans. Ce dont je me souviens le plus, c'est d'un gars dans notre quartier nommé Teddy, et même à cet âge, je pouvais deviner qu'il était un petit gangster. Il conduisait une Corvette Stingray, et un jour, quand elle a été volée, il en avait une nouvelle d'une couleur différente dès le lendemain. Il avait aussi un chien, un énorme berger allemand terrifiant. Je ne sais pas s'il l'avait trouvé ou élevé lui-même, mais ce que je sais, c'est que tout le monde traversait la rue quand ce chien était devant sa maison. Même s'il y avait une clôture en métal et que le chien était enchaîné, personne ne prenait de risque. Mais la principale chose avec Teddy, c'était chaque 4 juillet. Il remplissait complètement le coffre de sa Corvette de pétards de toutes sortes. Il se tenait là et laissait les petits pétards éclater dans sa main, ce qui était effrayant mais pas complètement fou. Ensuite, il allumait des pétards plus gros, ce qu'il ne fallait surtout pas laisser exploser dans sa main, et il les gardait quelques secondes, 3, 4 ou 5, avant de les jeter en riant juste au moment où ils explosaient. Il faisait la même chose avec des cherry bombs qui pouvaient arracher les doigts. Nous étions fascinés. Mais ce qui nous impressionnait vraiment, c'était quand il sortait l'artillerie lourde. Il avait quelque chose qu'on appelait un blockbuster, censé être l'équivalent d'un demi-bâton de dynamite. Quand il l'allumait, même lui courait, et si Teddy courait, tout le monde courait aussi. Cette chose laissait des fissures sur toute la rue. Ensuite, tout le monde se rendait à la cour de l'école où il allait allumer une batterie,
censé être l'équivalent d'un ou deux bâtons de dynamite entiers. Mais j'étais trop jeune, et heureusement, mes parents m'ont envoyé au lit, donc je n'ai jamais vu ça. En fin de compte, je suis sûr qu'il était un voyou d'une certaine sorte, et nous avions tout peur de lui, mais nous aimions aussi l'énergie folle qu'il apportait au quartier. La mafia a contrôlé Youngstown, Ohio pendant des décennies. Quand j'étais enfant dans les années 90, c'est à ce moment-là que leur empire a vraiment commencé à se désagréger. Ce qui était étrange, c'était le vide de pouvoir qui s'est créé. Ces activités illégales ne disparaissent pas simplement parce que ceux qui les dirigeaient sont arrêtés. Il y a donc eu beaucoup de violence entre gangs lorsque des rivaux ont essayé de s'emparer des marchés de la drogue, des armes et des jeux d'argent. À un moment donné, c'est devenu de la pure corruption. Les fonctionnaires publics et les employés étaient inculpés à tour de bras. Notre représentant au Congrès, Jim Traficant, était mêlé à des scandales de corruption pour la 8e fois, ce qui est à peine exagéré. C'est à ce moment-là que le FBI est venu frapper à notre porte, cherchant mon père. Il était en Floride à ce moment-là, et ma mère leur a dit de revenir avec un mandat. Je savais qu'il y avait toujours quelque chose de louche autour de nous, mais c'était la confirmation. J'avais 13 ans. 2 des amis de mon père sont allés en prison, 2 autres ont été inculpés, et un a obtenu l'immunité en échange de sa coopération avec les autorités. Ces événements ont marqué mon adolescence d'une manière que je ne comprenais pas complètement à l'époque, mais en grandissant, j'ai réalisé à quel point ce monde d'ombre et de corruption avait imprégné ma vie. Youngstown, autrefois sous le contrôle rigide de la mafia, était maintenant un terrain de chasse pour des gangs violents et désespérés. Les rues étaient devenues dangereuses, et l'ambiance dans la ville avait changé. Ce qui avait été une forme d'ordre criminel, aussi perverse soit-elle, avait cédé la place à un chaos encore plus troublant. La violence semblait omniprésente, et la peur se répandait, alors que chaque groupe tentait de revendiquer sa part du gâteau laissé derrière par la mafia. Ma famille n'était pas au-dessus de tout cela. Bien que ma mère ait toujours essayé de nous protéger, il était impossible de ne pas sentir que nous étions pris dans quelque chose de bien plus grand que nous. Les visites du FBI, les conversations chuchotées, les amis de mon père qui disparaissaient ou se retrouvaient en prison, tout cela faisait partie de notre quotidien. À l'époque, je ne comprenais pas tout, mais je savais que notre vie était bien différente de celle des autres familles. En grandissant, j'ai compris que mon père et ses associés avaient joué un rôle dans ce monde sombre. Ils n'étaient pas des figures de la mafia traditionnelle, mais ils étaient plongés dans cet univers de corruption et de criminalité qui définissait Youngstown à l'époque. Mes parents ont grandi à Brooklyn et sont allés au même lycée à la fin des années 70 et au début des années 80, ils racontent que c'était principalement des Noirs et des Italiens qui vivaient là-bas. Ils disent qu'il y avait surtout du racisme ordinaire, des deux côtés en fait. Mon père n'a eu qu'une seule mauvaise expérience, peut-être quelques années après son arrivée aux États-Unis. Il parle souvent d'un gars avec qui ils allaient à l'école, je vais l'appeler Bob. Il arrivait à l'école dans les plus belles voitures, il était riche, il avait des vêtements bien taillés. Son père était quelque chose dans la mafia, mes parents ne se souviennent plus exactement. En tout cas, Bob était un vrai dur à cuire qui traînait avec une bande tout aussi redoutable. Même les profs ne voulaient pas s'en prendre à lui, ça ne valait pas le coup. Un jour, son petit frère se bat avec un des gamins noirs à cause d'un match de basket. Le gamin noir est malade d'une certaine façon, je ne me rappelle pas si c'était la drépanocytose ou autre chose. Mon père était dans le gymnase en train de regarder. Il disait que ce qui s'est passé n'était pas si grave, c'était juste 2 gamins qui essayaient de faire les durs devant leurs amis. Bref, ça commence à dégénérer, il y a une foule qui se forme. Le petit frère de Bob est en train de massacrer l'autre gamin. Ça devient vraiment mauvais. Puis, Bob arrive avec sa bande, et il est furieux contre son frère. Vraiment en colère, il le tire en arrière, en lui disant « Il est malade, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Et son petit frère bredouille, tandis que le gamin noir est au sol. Et ensuite, si mon père se souvient bien, Bob gifle son frère, puis il va aider le gamin noir à se relever. Il lui demande s'il va bien et s'excuse auprès de lui et de ses amis. Ensuite, il oblige son petit frère à s'excuser. Mes parents se rappellent de lui comme quelqu'un qui avait un code d'honneur. Ils disent qu'il est en prison maintenant. Ils ne savent pas pourquoi.
Fait intéressant, ce n'était que la première des nombreuses expériences de mon père avec la mafia. Il disait qu'ils étaient toujours très agréables avec lui et sa famille, probablement parce que mon grand-père réparait beaucoup de leurs téléviseurs. J'ai commandé une fois une livraison chez cette pizzeria, même si elle n'était pas particulièrement bien notée. Je me sentais aventureux et je pensais que je pourrais découvrir un petit trésor caché. Un des avis affirmait que cette pizzeria était une couverture pour la mafia, et j'avais un peu ri de ça. La mafia de nos jours? Dans ma ville? Alors, je les appelle et je commande un cheesesteak. Tout semble normal à ce moment-là. Environ 1 heure passe et je commence à me demander où est ma nourriture. Je les appelle, et le gars au bout du fil est un peu distant, il me dit que ça va arriver bientôt sans même s'excuser pour l'attente. 10 minutes plus tard, j'entends une voiture arriver. J'ai vraiment faim maintenant, alors je sors sur mon Porsche. Sauf que ce ne semble pas être le livreur, parce que la voiture qui s'est arrêtée est une belle Cadillac noire avec des vitres teintées. Un gars en costume très chic en sort avec un sac en papier brun. Je suis un peu confus quant à ce que ce type fait devant ma maison. C'est alors qu'il appelle « Vous avez commandé un cheesesteak ?» Alors je m'approche pour le prendre, un peu choqué par la situation surréaliste, je galère à sortir mon portefeuille. Mais le gars me tend simplement le sac en papier et se retourne pour partir sans un mot ni une pause. Il est presque à sa voiture quand je crie « C'était 12 $, non ?» en tenant l'argent. Il a l'air agacé, marmonne un peu « Ah oui, c'est vrai, mais reviens prendre l'argent. » Il le met distraitement dans sa poche et s'en va. J'ai fini par me rendre régulièrement à Johnston, cette petite ville du Rhode Island, attirée par la nourriture incroyable qu'on y trouvait. La ville avait un charme particulier, et une majorité des habitants étaient d'origine italienne. Il y avait un petit marché au coin d'une rue qui vendait des sandwichs absolument divins, avec des prix presque trop beaux pour être vrais. Chaque fois que j'y allais, j'étais frappé par l'atmosphère étrange qui régnait à l'intérieur. Malgré la qualité des sandwichs, personne ne semblait les manger sur place. Les quelques tables disponibles étaient occupées, mais pas par des clients ordinaires. Ces hommes, toujours les mêmes, restaient assis là, tranquilles, observant les allées et venues. Le plus curieux, c'était ce que faisaient les clients qui entraient. Ils se dirigeaient directement vers ces hommes, les saluaient d'une manière respectueuse, remettaient une enveloppe ou murmuraient qu'ils les verraient demain, puis sortaient sans même commander quoi que ce soit. Tout cela se faisait en silence, avec une précision presque rituelle. Je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qui se passait réellement dans ce petit marché de quartier. Il était clair que cet endroit était bien plus qu'un simple lieu pour acheter un sandwich. Mais comme tout le monde dans cette ville semblait être au courant, et que personne n'en parlait, je n'ai jamais posé de questions. J'étais juste un étranger qui venait pour la nourriture, et je savais que certaines choses étaient mieux laissées dans l'ombre. Au début des années 1980, mon meilleur ami de l'époque travaillait pour 2 soldats de la mafia. Il possédait et gérait un magasin à $1 où il vendait les articles habituels que l'on trouve dans ce genre de magasin aujourd'hui. La seule différence, c'est que tout était du matériel volé. Le travail de mon ami consistait simplement à décharger les camions qui arrivaient, à remplir les rayons du magasin et à stocker les articles supplémentaires au sous-sol. Les magasins à $1 sont assez courants aujourd'hui, mais à l'époque, ils étaient rares. Leurs plus gros clients étaient les résidents du quartier, ravis de pouvoir acheter des produits de marque à des prix aussi bas. Ils payaient mon ami 250 $ par semaine en argent liquide, au noir. C'était une grosse somme à l'époque, surtout pour un adolescent. Mon ami a même abandonné l'école pour pouvoir travailler à plein temps pour eux. Un jour, il m'a raconté comment ses 2 patrons utilisaient lui et ses collègues comme cible pour s'entraîner au tir avec un pistolet à billes dans le sous-sol du magasin. Ils devaient se cacher et esquiver derrière des cartons de l'inventaire du magasin pendant que leur patron riait en leur tirant dessus. L'un de ses amis, un autre employé, m'a montré la cicatrice qu'il avait sur la jambe, juste au-dessus du genou, là où il l'avait touché. Mon ami m'a proposé de me trouver un emploi là-bas, en faisant le même travail que lui pour le même salaire. C'était tentant, mais étant donné à quel point ses employeurs étaient des salauds, j'ai décliné son offre.
Ma mère a grandi dans une famille de classe moyenne à East New York pendant l'époque où le film Les Affranchis se déroule. Le personnage joué par Paul Sorvino dans le film dirigeait un fleuriste au bout de la rue, et son frère passait beaucoup de temps au Near, ce bar avec la porte en coin que l'on voit dans le film. Chaque fois que Jimmy Burke, le personnage interprété par De Niro, Jimmy Conway dans le film, entrait dans le bar, mon oncle s'éclipsait immédiatement, car Burke était connu pour être complètement imprévisible et dangereux. Ma mère et mon oncle disaient souvent que les gars de la mafia étaient toujours très polis et qu'ils prenaient soin du quartier. Ils maintenaient la criminalité à un niveau bas et s'assuraient que les choses restaient sous contrôle. À l'époque, les flics étaient corrompus jusqu'à la moelle, ce qui n'a pas beaucoup changé depuis, alors c'était bien d'avoir les gars de la mafia de votre côté, car ils vivaient tous dans le même quartier. Cependant, ma mère et son frère étaient blancs et avaient une vision plutôt idéalisée de la situation. Ils ne se rendaient pas vraiment compte du racisme omniprésent ni des atrocités que ces mafieux pouvaient commettre. Pour eux, la mafia représentait une sorte de force protectrice, une présence qui, bien que redoutable, assurait une certaine stabilité dans leur quartier. Ils n'ont jamais été confrontés à la réalité brutale de ce que la mafia faisait réellement. Ils voyaient les choses à travers un prisme de privilèges, ignorant peut-être que derrière cette façade de protection, il y avait un monde de violence, de racisme et d'extorsion qui touchait d'autres communautés beaucoup plus durement. Pour ma mère et son frère, la mafia était presque un mal nécessaire, une présence familière qui, en surface, semblait maintenir l'ordre dans un monde chaotique. Mais en vérité, ils n'avaient qu'une vision partielle de la réalité, une vision qui ne tenait pas compte des souffrances et des injustices subies par ceux qui n'avaient pas la chance de vivre dans cette relative protection. Je suis principalement d'origine italienne, avec des racines siciliennes bien ancrées, et j'ai eu plusieurs membres de ma famille qui étaient impliqués dans la mafia. Ce sujet reste un véritable tabou dans ma famille, et chaque fois que j'essaie d'en savoir plus, on me coupe rapidement la parole. Ils ne sont pas fiers de ce passé et préfèrent l'enterrer, ne voulant rien avoir à faire avec cette histoire. Pourtant, certaines choses finissent par se savoir, même quand on essaie de les garder secrètes. Un de mes oncles, par exemple, était apparemment un homme très respecté, ou plutôt craint, dans les cercles mafieux. Un jour, il a fait une erreur, ou peut-être simplement mis quelqu'un en colère. Je ne connais pas les détails, mais ce que je sais, c'est que les représailles ne se sont pas fait attendre. On a attaché une bombe à sa voiture, un acte qui, dans le monde de la mafia, est un avertissement aussi clair que possible, ton temps est compté. Heureusement pour lui, ce jour-là, il n'était pas dans la voiture lorsque l'explosion a eu lieu. Le véhicule a été réduit en miettes, mais il a échappé de peu à la mort. Cependant, cet avertissement n'a pas été suffisant pour le sauver. Quelque temps plus tard, son corps a été retrouvé sur le bord d'une route isolée. Ce qui est troublant, c'est qu'il n'y avait aucune blessure visible, rien qui n'indique comment il est mort. C'était comme si la mort l'avait pris sans laisser de traces. Les circonstances restent floues, et ma famille refuse d'en parler. Tout ce que je sais, c'est que ceux qui en avaient après lui ont finalement réussi à mettre fin à ses jours. Ces histoires de violence et de vengeance font partie du paysage quand on parle de la mafia, et elles montrent à quel point ce monde est impitoyable. Il ne s'agit pas de simples querelles de rue, mais d'un réseau complexe et dangereux où la moindre erreur peut coûter la vie. Un autre souvenir qui m'a marqué vient de ma grand-mère. Elle a grandi en Sicile, et dans son village, tout le monde connaissait les règles du jeu. Elle m'a raconté que sa propre mère portait toujours un pistolet caché sous sa robe, juste au cas où les choses tourneraient mal. À cette époque, même si les mafieux avaient une sorte de code d'honneur qui les empêchait de s'en prendre directement aux femmes et aux enfants, la prudence était de mise. On ne savait jamais quand la violence pouvait éclater ou quand quelqu'un pouvait essayer de vous voler ce que vous aviez. Sa mère, bien qu'ordinaire en apparence, était toujours prête à se défendre si nécessaire. Je suis flic, et honnêtement, on ne croise pas souvent de crimes liés aux grandes organisations criminelles. Ils sont trop bons dans ce qu'ils font, ils savent comment rester sous le radar. Ce qu'on voit le plus souvent, ce sont des gangs de rue de bas niveau. Cela dit, j'ai eu l'occasion de travailler sur une affaire qui impliquait la mafia, ainsi que sur quelques cas avec des gangs de motards. Franchement, ces types étaient impressionnants. Des durs à cuire, sans aucun doute, mais ils n'étaient pas là pour faire les malins. Ils étaient respectueux.
Ils savaient que c'était un jeu, que je faisais mon boulot et qu'ils faisaient le leur. Quand ils se faisaient attraper, ils ne cherchaient pas la bagarre. Ils appelaient immédiatement leur avocat et réglaient ça devant les tribunaux. C'était une dynamique complètement différente de celle qu'on retrouve avec les gangs de rue. Là, c'est une autre histoire. C'est dans ces milieux que la violence éclate. Les crimes organisés, dans ma région, n'affectent généralement que d'autres membres du crime organisé. C'est comme si ces groupes avaient leur propre code, leurs propres règles à suivre, et bien que leur monde soit cette violence est souvent dirigée en interne, entre eux. Avec les gangs de rue, c'est le chaos. Ces types n'ont aucune règle, aucune retenue. Ils n'hésitent pas à te frapper au visage pour te voler ton iPhone, ou même à te tirer dessus si tu refuses de leur donner ce qu'ils veulent. J'ai vu des situations où tout dégénère en un clin d'œil, où un simple refus conduit à une fusillade. Ces gars-là n'ont aucune perspective, aucune compréhension des conséquences de leurs actes. Ils sont souvent jeunes, désespérés, et prêts à tout pour prouver leur valeur au sein de leur groupe. Je me souviens d'une intervention où on avait affaire à un gang de motards. C'était une grosse affaire de trafic de drogue, et on les a coincés en flagrant délit. Quand on est arrivé sur les lieux, l'atmosphère était tendue, mais tout est resté sous contrôle. Ces gars savaient qu'ils étaient pris, ils n'ont pas cherché à se battre. Ils se sont rendus sans faire d'histoire, les menottes au poignet, en attendant que leurs avocats prennent le relais. C'était presque un échange professionnel, chacun connaissait son rôle. Mais avec les gangs de rue, c'est toujours une autre affaire. Ces types sont imprévisibles, ils réagissent sous l'impulsion du moment. Il n'y a pas de respect, pas de reconnaissance du jeu. C'est brutal, c'est sale, et ça peut partir en vrille à tout instant. Dans ces moments-là, tu te rends compte que tu es face à une violence qui n'a rien de rationnel, qui est purement destructrice. C'est un contraste frappant entre deux mondes criminels qui, bien que tous deux illégaux, fonctionnent sur des principes complètement différents. Mon oncle Enzo était un homme de peu de mots, quelqu'un qui faisait son travail sans poser de questions. C'était un type simple, loyal, qui s'était trouvé un emploi stable comme chauffeur pour un gros patron de la mafia dans notre ville. Dans la famille, on savait ce qu'il faisait, mais on n'en parlait jamais vraiment. C'était comme une règle tacite, ce qui se passait dans sa vie professionnelle restait dans l'ombre. Pour nous, il était simplement l'oncle Enzo, celui qui aimait les voitures et qui avait un boulot stable. Un jour, quelque chose a changé. Enzo m'a raconté cette histoire bien des années plus tard, après avoir quitté ce milieu, et je me souviens encore de la manière dont sa voix tremblait légèrement en évoquant ce jour-là. C'était une journée ordinaire, du moins en apparence. Il avait été appelé pour une course spéciale, quelque chose que le fils du patron voulait qu'il fasse. Ce n'était pas inhabituel, les fils de ces types avaient souvent des caprices ou des missions spéciales à confier. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent. Enzo s'est rendu à la villa du patron comme d'habitude. Le fils du patron, un jeune homme arrogant et toujours un peu trop sûr de lui a ordonné de se rendre à l'arrière de la maison. Là, il lui a demandé de charger quelque chose dans le coffre de la voiture, un gros sac noir. Le genre de sac qu'on voit habituellement utilisé pour transporter du matériel de sport ou des affaires encombrantes. Mais ce sac-là, il était différent, lourd et bizarrement formé. Sans poser de questions, Enzo a fait ce qu'on lui demandait. Il était habitué à ces tâches étranges, sachant qu'il valait mieux ne pas poser de questions. Mais alors qu'il soulevait le sac pour le mettre dans le coffre, quelque chose l'a figé sur place. Une main. Il était certain d'avoir vu une main, pâle et inerte, dépasser légèrement de l'ouverture du sac avant qu'il ne referme précipitamment le coffre. Son cœur a raté un battement, mais il n'a rien dit. Le fils du patron lui a ensuite donné des instructions très claires, se rendre au port, déposer le sac près des containers, puis partir faire un tour pendant une demi-heure avant de revenir pour vérifier que tout était en ordre. Enzo a simplement hoché la tête, l'adrénaline commençant à envahir son corps. Sur le chemin vers le port, les pensées d'Enzo tournaient en boucle. Avait-il vraiment vu ce qu'il croyait? Était-ce bien une main, ou son imagination qui lui jouait des tours? Chaque kilomètre parcouru semblait durer une éternité, et il jetait constamment des regards inquiets dans le rétroviseur, comme si le sac allait soudainement se mettre à bouger. Arrivé au port, Enzo a fait ce qu'on lui avait demandé. Il a déposé le sac à l'endroit indiqué,
l'a laissé là, puis a démarré et s'est éloigné, le cœur battant la chamade. Pendant les 30 minutes qui ont suivi, il a roulé sans but précis, mais chaque minute semblait peser une tonne. Il savait qu'il ne pouvait pas retourner en arrière, qu'il ne pouvait rien faire pour changer ce qu'il venait de voir. Son travail était de conduire, rien de plus. Quand il est revenu au port, le sac avait disparu. Le fils du patron l'a appelé peu après pour lui dire que tout était en ordre, que la mission était accomplie. Enzo a simplement répondu par un « bien sûr », en essayant de masquer l'inquiétude dans sa voix. Mais à partir de ce jour, quelque chose a changé en lui. Il a continué à travailler pour le patron pendant quelques mois encore, mais l'idée de ce qu'il avait transporté ce jour-là ne le quittait jamais. Finalement, il a quitté ce boulot, prétextant vouloir changer de vie, de se concentrer sur sa famille. Officiellement, il a pris sa retraite anticipée, mais je sais qu'il a été hanté par ce moment pendant longtemps. Enzo n'a jamais parlé de ce qu'il a vu à quiconque d'autre que moi, et même alors, il m'a fait promettre de ne jamais en dire un mot. C'est juste une histoire, m'a-t-il dit en souriant, mais je pouvais voir dans ses yeux que ce n'était pas aussi simple. Parce que parfois, les choses que l'on voit, celles qu'on ne peut jamais confirmer ni nier, ce sont celles qui restent avec nous pour toujours. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.